Dans Troutal, épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans 3 histoires terrifiantes de personnes ayant perdu la vie en tentant de prendre un selfie avec des animaux mortels. D'un jeune Américain face à un ours agressif, à un Indien qui a pénétré dans un enclos pour prendre une photo avec un lion. Mais d'abord, commençons par l'histoire de Jessica. C'était le 15 juillet 2014, lorsqu'une collection privée d'animaux exotiques près de Houston, au Texas, est devenue le théâtre de l'une des pires attaques de tigres de l'histoire américaine. Pour Jessica Martinez et sa meilleure amie Amy Chen, toutes deux âgées de 23 ans, le week-end a commencé comme une aventure excitante, mais s'est terminé en une tragédie inimaginable. Les collections privées d'animaux exotiques ont explosé au Texas dans les années 2000. En 2014, il y avait plus de tigres en captivité dans l'État qu'en Inde dans la nature. Plus de 3000 grands félins vivaient dans des arrière-cours, des enclos privés et des refuges autoproclamés. Des réglementations laxistes et des amoureux des animaux riches avaient créé une combinaison dangereuse, mise en garde par des experts en faune depuis des années. Jessica et Amy étaient inséparables depuis leurs années de lycée dans la banlieue de Houston. Elles travaillaient toutes deux comme assistantes dentaires dans le même cabinet et passaient presque tout leur week-end ensemble à la recherche de nouvelles aventures. L'iPhone 5S était rempli de souvenirs de leurs sorties, randonnées, journées à la plage et festivals locaux. L'occasion de visiter les merveilles sauvages de Thompson, un refuge privé pour animaux, est venue grâce au cousin d'Amy, Mike, qui travaillait comme soigneur dans l'établissement. La collection de David Thompson S étendait sur 6 hectares de sa vaste propriété, à environ 1 heure de Houston. L'entrepreneur pétrolier prospère avait commencé à collectionner des animaux exotiques en 2008, surfant sur la vague des zoos privés qui se répandaient aux États-Unis. Sur son terrain, il y avait 7 tigres, 4 lions et divers autres prédateurs dangereux, gardés dans des enclos à peine conformes aux exigences minimales de l'État. Le cousin d'Amy, Mike Wilson, 35 ans, était l'exemple typique d'un gardien de zoo privé. Bien qu'il n'ait pas de formation zoologique, il travaillait avec les grands félins de Thompson depuis 3 ans. Comme beaucoup d'employés d'établissements privés, il avait acquis son expérience uniquement par le travail pratique. Thompson payait bien et offrait un logement sur place, rendant le travail attrayant malgré les risques. Les filles sont arrivées à 16h30, juste au moment où la chaleur écrasante de était Texan commençait à diminuer. L'entrée de l'établissement était étonnamment simple, une porte en maillon de chêne avec un panneau d'avertissement décoloré. Le joyau du site était Raja, un tigre du Bengale mâle de 8 ans, que Thompson avait acheté jeune à un négociant en animaux en Oklahoma. Le négociant devait vendre ses animaux exotiques en raison de difficultés financières. L'apparition de Raja de son domicile en béton a fait pousser un soupir audible aux 2 filles. Pesant plus de 230 kg, il était une vue impressionnante. Les tigres sont des machines à tuer parfaites de la nature. Leur force de morsure dépasse 1000 PSI. Assez fort pour écraser la colonne vertébrale d'un buffle. Vos pattes ont la force de briser des crânes et vos griffes rétractiles peuvent atteindre 10 cm. Cependant, le plus important, même nés en captivité, les tigres conservent tous leurs instincts de chasse naturelle. Le repas du soir a commencé à 17h15. L'enclos de Raja, une structure en chêne d'environ 12 sur 18 mètres, avait un étroit SAS de nourriture d'un côté. La clôture mesurait 3-6 mètres de haut et était équipée de fils dirigés vers l'intérieur, censés empêcher l'escalade. Comme de nombreux établissements privés, le terrain de Thompson utilisait ces simples systèmes de nourrissage, au lieu des mesures de sécurité sophistiquées courantes dans les zoos accrédités. Mike a sorti un seau de poulet cru d'un congélateur proche et a commencé sa routine de nourrissage familière qu'il avait déjà faite des centaines de fois. Les 2 filles se sont positionnées dans la zone des spectateurs, à environ 1,5 mètres de la clôture. La capacité impressionnante de Raja à attraper des morceaux de viande en l'air a poussé les filles à sortir leur téléphone pour immortaliser le moment. L'attaque est survenue sans avertissement. Mike, concentré sur le nourrissage, n'a pas remarqué que Jessica S était approchée de la clôture. Elle essayait de prendre le selfie parfait avec son iPhone 5S et avançait inconsciemment pour un meilleur angle. Amy, distraite par le rugissement d'un autre tigre, s'est tournée un instant loin de l'enclos.
Mike avait souvent vu des touristes prendre des risques similaires, pensant connaître les règles. Rester derrière la clôture, ne pas s'approcher trop près. Lorsque l'attention de Raja s'est déplacée de la nourriture vers Jessica, Mike n'a d'abord pas réagi. Il pensait que ce N était qu'un court instant. Les tigres se fixent souvent sur les mouvements. Mais ensuite, il a vu Jessica s'approcher à moins d'1 mètre de l'enclos. Cette distance a activé l'instinct de prédateur du tigre. Raja a bondi. La force de son impact contre la clôture était explosive. Le treillis de chêne, affaibli par des années d'intempéries texanes, a cédé à un point de connexion. La massive patte de Raja a traversé l'ouverture, ses griffes de 10 cm se sont enfoncées dans l'aile, épaule de Jessica, et l'ont attirée vers lui. La clôture s'est encore effondrée alors que Raja enfonçait sa tête et ses épaules dans l'ouverture qui, élargissait. L'attaque n'a duré que quelques secondes, mais elle a été dévastatrice. Vers 17h20, seulement 5 minutes après le début du nourrissage, les puissantes mâchoires de Raja se sont refermées avec une force incroyable sur le haut du corps de Jessica, écrasant immédiatement son épaule et sa clavicule. Ses griffes ont déchiré la chair et les muscles, alors qu'il essayait de l'attirer vers lui. Mike a crié et a tenté d'intervenir, mais la prise du tigre était implacable. Il a lancé d'autres morceaux de viande en direction de Raja, espérant le distraire. Mais Sick était vain. Le focus de Raja était entièrement sur sa proie. Ses instincts étaient en mode chasse complet. La violence brute de l'attaque laissa à Jessica aucune chance de fuir. Amy cria et tenta d'attraper Jessica. Mais ses efforts étaient vains face à la force du tigre. Avec des mains tremblantes, elle chercha son téléphone et composa le 17.24 pour les urgences. L'appel atteignit les secours, mais à cause de l'emplacement éloigné, l'aide était à 20 minutes. Au milieu du chaos, Mike tenta de repousser le tigre, mais le corps de Jessica était déjà tiré vers la clôture. Lorsque les premiers secours arrivèrent à 17.44, Jessica était déjà inconsciente depuis plusieurs minutes. La perte de sang massive et les blessures graves étaient mortelles. L'enquête a révélé plusieurs manquements graves. Il n'y avait pas de protocole d'entretien pour la clôture. Le design de la trappe à nourriture violait plusieurs règles de sécurité. Les distances requises pour les visiteurs étaient totalement insuffisantes. L'assurance de Thompson avait expiré 3 mois plus tôt. Et les inspections de sécurité requises n'avaient pas été faites depuis plus d'1 an. Raja fut euthanasié malgré les protestations des ONG de protection des animaux. L'incident a déclenché un vif débat sur la possession privée d'animaux exotiques au Texas. L'établissement de Thompson a été fermé et ses animaux restants ont été transférés dans des refuges accrédités. Amy Chan est devenue une défenseur de réglementation plus stricte sur la possession d'animaux exotiques et a même témoigné devant la législature texane. Mike Wilson a complètement quitté le secteur des animaux exotiques. L'atmosphère détendue dans les établissements privés avait créé un faux sentiment de sécurité, une négligence qui a conduit à une tragédie et a changé la réglementation des animaux exotiques au Texas pour toujours. Mais Jessica N n'était pas la seule à être attaquée en essayant de prendre un selfie. Notre prochaine histoire nous emmène au parc national de Katmai, où un groupe d'amis a dû apprendre douloureusement que leur plaisanterie pouvait être mortelle. Dans la vaste wilderness de l'Alaska, le parc national de Katmai étant comme l'une des plus impressionnantes réserves naturelles. Avec plus de 1,6 million d'acres, ce paysage vierge est un lieu où les forces volcaniques rencontrent des vallées glaciaires et créent un écosystème unique en Amérique du Nord. Le joyau du parc, les chutes Brooks, attire chaque année des milliers de visiteurs qui souhaitent vivre l'un des spectacles naturels les plus spectaculaires. Des ours pêchant des saumons dans les eaux tumultueuses. Ethan Carter était un employé de bureau de 26 ans originaire de Portland, Oregon. Après 3 ans en tant que conseiller clientèle dans une compagnie d'assurance locale, il avait enfin économisé assez pour réaliser son voyage de rêve en Alaska. Il vivait dans un modeste appartement et conduisait toujours la même Honda Civic d'occasion, qu'il était acheté pendant ses études. Les week-ends, Ethan faisait des randonnées dans les parcs des États de l'Oregon, mais il n'avait aucune expérience sérieuse en plein air. Le voyage en Alaska avait été planifié pendant 1 an. Non pas à cause de ses compétences particulières, mais parce qu'Ethan voulait profiter au maximum de son temps de congé limité. Il a convaincu 3 amis de son immeuble de l'accompagner. Mike Thompson, Chris Rodriguez et James Chen. Comme Ethan, ils avaient aussi des métiers ordinaires. Mike travaillait dans l'informatique,
Chris était professeur de lycée, et James dirigeait un restaurant local. Le 3 septembre 2018, ils sont arrivés en Alaska. Les premiers jours, ils ont exploré le parc national de Denali, logeant dans des lodges simples et participant à des visites guidées en bus. Aucun d'eux n'avait d'expérience avec la vraie nature ou la faune dangereuse. Leur connaissance des ours venait principalement de documentaires animaliers et des brochures de sécurité des parcs. Le 8 septembre, ils ont atteint le parc national de Katmai. Le temps était anormalement clair pour septembre, avec des températures autour de 18 degrés Celsius et une visibilité S, étendant sur des kilomètres. Les conditions idéales signifiaient que les chutes de Brooks seraient particulièrement actives, tant avec les ours qu'avec les touristes. Le matin a commencé comme n'importe quelle autre aux chutes de Brooks. Les gardes-parcs ont donné leur briefing quotidien et ont averti les visiteurs de garder une distance sécuritaire avec la faune. Avant 10 heures, les plateformes d'observation étaient déjà remplies de touristes pointant leurs caméras vers les chutes, où plusieurs ours pêchaient des saumons dans les courants. En début d'après-midi, la plateforme principale était bondée de photographes animaliers. Leurs équipements coûteux, des téléobjectifs plus longs qu'un bras d'homme et des boîtiers d'appareils photo valant des milliers de dollars, leur permettaient de prendre des gros plans époustouflants des ours tout en gardant une distance sécuritaire. Parmi les ours qu'ils photographiaient se trouvait l'ours 856, un mâle dominant qui dominait ces eaux depuis presque une décennie. Ethan et ses amis sont arrivés sur la plateforme vers 14h30 et se sont frayés un chemin à travers la foule de photographes sérieux. Ils ont observé avec amusement ces derniers discuter de détails techniques et comparer leur équipement sophistiqué. Il a sorti son iPhone et l'a tenu moqueusement à côté du gigantesque téléobjectif d'un photographe. Mike et James ont ri et plaisanté sur le fait que ces photographes avaient besoin d'un équipement si cher pour prendre des photos d'ours qui se trouvaient juste devant eux. Seul Chris se sentait mal à l'aise avec leur attitude, car il avait effectivement lu les matériaux de sécurité du parc lors de la planification du voyage. Il était clair pour lui que L, équipement coûteux N, était pas seulement pour de meilleures images, mais aussi pour garder une distance sûre des prédateurs. L'attitude insouciante qui, S, était développée pendant le voyage faisait disparaître tout vrai sentiment de danger. Après des jours d'observation de la faune depuis des bus et des plateformes, les ours étaient devenus une autre attraction touristique, comme des animaux dans un zoo, au lieu d'être de puissants prédateurs dans leur environnement naturel. Alors qu'ils observaient l'ours 856 pêcher dans les cascades, le comportement moqueur du groupe envers les photographes s'intensifiait. Mike proposa qu'ils pourraient prendre de meilleures photos avec leur téléphone que les pros avec leur équipement coûteux. James ajouta que toutes ces caméras chères servaient probablement juste à faire joli. Leurs blagues et leur attitude décontractée renforçaient la confiance croissante d'Ethan. Les ours bruns comme 856 sont des machines à tuer parfaitement développées. Leurs corps massifs, pouvant peser jusqu'à 680 kg, sont faits de couches musculaires épaisses qui produisent une force explosive. Un seul coup de sa patte avant peut décapiter un élan, tandis que sa mâchoire peut broyer des os avec une pression de plus de 5400 Newtons par centimètre carré. Malgré leur taille énorme, ces ours peuvent sprinter à des vitesses allant jusqu'à 56 km/h, plus vite que n'importe quel sprinter olympique. L'ours 856 était particulièrement impressionnant, même selon les normes élevées de Katmai. Pesant 540 kg, il avait établi une domination totale sur les meilleurs spots de pêche au Brooks Falls. Les rangers avaient documenté son agressivité inhabituelle envers d'autres ours et tout intrus dans son territoire. Son corps massif était marqué par des cicatrices de combat innombrables, un témoignage d'années de lutte brutale qui lui avait assuré sa position au sommet de la hiérarchie. Ethan a découvert un chemin apparemment dégagé vers l'eau et a pris sa décision fatale. Il a désigné un endroit d'où il aurait un meilleur angle de vue que tous les autres sur la plateforme. Chris a immédiatement protesté, rappelant le briefing de sécurité du matin et les nombreux panneaux d'avertissement. Mais ses préoccupations ont été balayées par des rires et des plaisanteries. L'imprudence de la décision d'Ethan a rendu la tragédie encore plus terrible. Il n'y avait pas de grand objectif, pas de projet photo professionnel, juste le désir impulsif d'un jeune homme de se rapprocher plus que quiconque. Il voulait prouver sa valeur, poussé par les taquineries amicales de ses amis et une complète sous-estimation du danger.
Alors qu'Ethan escaladait la barrière de sécurité, Chris a fait une dernière tentative désespérée pour l'arrêter. Sa voix était tendue par une véritable inquiétude. Mais Mike et James le prenaient toujours pour une blague, et encourageaient même Ethan à s'approcher davantage pour une meilleure photo. Les autres photographes sur la plateforme ont remarqué ce qui se passait. Certains secouaient la tête avec incrédulité, tandis que d'autres essayaient frénétiquement d'alerter les rangers à proximité. Ethan s'est approché de la rive avec assurance, tenant son iPhone en l'air pendant qu'il avançait. La distance de sécurité de 45 mètres, établie par des décennies de recherche et d'innombrables rencontres avec des ours, fondait rapidement. 36 mètres, puis 27, puis seulement 23 mètres du point. Où l'ours 856 pêchait. Le gigantesque prédateur a immédiatement remarqué l'intrusion. L'attaque est survenue avec une vitesse terrifiante. L'ours 856 a jailli de son spot de pêche et a comblé la distance avec Ethan en quelques secondes. Son attaque était silencieuse. Pas de rugissement, pas de grognement menaçant. Seulement 540 kg de pure force musculaire et de rage destructrice, fonçant vers lui avec une précision mortelle. Ethan a juste eu le temps de se retourner à moitié avant que le premier coup ne le frappe. Le premier coup est venu de la patte gauche de l'ours, dont les griffes de 10 cm ont déchiré la veste et le dos d'Ethan. La force de l'impact l'a projeté face contre terre, lui enlevant l'air des poumons. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, les puissantes mâchoires de l'ours s'enfoncèrent dans sa cuisse droite. La force de morsure d'un grizzly dépasse celle d'un lion ou d'un tigre, et l'ours 856 a montré cette force avec un effet dévastateur. Ses dents ont tranché muscles, tendons et os, comme s'ils étaient en papier. La morsure de l'ours a immédiatement sectionné l'artère fémorale d'Ethan, déclenchant une horloge mortelle. Sans aide médicale immédiate, il saignerait à mort en quelques minutes. Alors qu'Ethan était sous le grand prédateur, l'ours 856 a commencé ce que les experts appellent un secouement mortel, un mouvement violent de côté à côté, destiné à déchirer la chair et briser les os. La force était si grande qu'elle souleva tout son corps du sol. Ses cris résonnaient à travers les chutes, plongeant les touristes dans la panique. Beaucoup ont couru en hurlant loin des balustrades. Mike et James étaient figés, tandis que Chris s'agenouillait, horrifié. Les rangers du parc ont réagi immédiatement depuis la plateforme d'observation. 2 rangers avec des fusils de chasse chargés de munitions spéciales ont couru vers la scène, tandis qu'un autre demandait de l'aide médicale par radio. Mais même ces professionnels expérimentés étaient choqués par la brutalité de l'attaque. L'ours a lâché la jambe d'Ethan pour mordre à la place son épaule. Ses dents ont facilement percé la clavicule, s'enfonçant profondément dans la cavité thoracique. Chaque morsure exerçait une pression de plus de 5400 Newtons par centimètre carré, brisant des os et endommageant gravement des organes internes. Le sang inondait le sol sous le corps d'Ethan, alors que l'ours numéro 856 poursuivait son attaque. Les rangers ont tiré des coups de feu d'avertissement dans les airs, espérant éloigner l'animal sans mettre Ethan en danger. Le grand prédateur s'est arrêté un instant, levant son museau ensanglanté pour évaluer cette nouvelle menace. Cette brève interruption a permis aux rangers de réaliser l'ampleur des blessures d'Ethan. Son corps était tordu et brisé, avec des énormes blessures sur tout son torse et ses membres. Après une attaque apparemment sans fin, mais en réalité de moins de 2 minutes, l'ours numéro 856 s'est finalement retiré, laissant Ethan immobile sur le sol imbibé de sang. Les rangers se sont précipités vers lui, sachant que chaque seconde comptait. Mais les blessures étaient dévastatrices. Ethan avait perdu trop de sang, et ses blessures internes étaient trop graves. Malgré des soins médicaux immédiats et une tentative désespérée de le stabiliser pour elle, évacuation par hélicoptère, Ethan Carter a été déclaré mort à 17h47. L'autopsie officielle devait plus tard révéler l'ampleur réelle de la violence de l'ours. 37 morsures distinctes, de nombreux os fracturés et des blessures internes graves. L'artère fémorale droite était complètement sectionnée, entraînant une perte de sang massive. Une hémorragie qui ne pouvait être arrêtée même avec une intervention médicale immédiate. L'administration du parc a alors fermé Brooks Falls aux visiteurs et évacué des centaines de touristes des plateformes d'observation et des sentiers environnants. La fermeture a duré 3 jours, pendant que les enquêteurs documentaient la scène et vérifiaient les protocoles de sécurité. C'est
était seulement la deuxième attaque mortelle d'ours dans l'histoire du parc national de Katmai. La première s'est produite en 1965, lorsqu'un employé du parc a surpris une ours avec ses petits. Contrairement à de nombreux autres cas, où un ours agressif est euthanasié, les biologistes de la faune se sont fermement opposés à cette mesure. Ils ont soutenu que l'ours numéro 856 défendait simplement son territoire de chasse et n'avait jamais montré de comportement agressif envers les humains tant qu'il gardait une distance suffisante. La décision de préserver l'animal a été controversée, mais a finalement été soutenue par des données scientifiques et les politiques du parc. L'incident a fait la une des journaux nationaux, tandis que les médias tentaient de comprendre pourquoi un employé de bureau ordinaire sans antécédent de comportement risqué était mis dans une situation aussi dangereuse. Les gardes forestiers enquêtant sur le cas ont reconnu un phénomène qu'ils avaient déjà observé plusieurs fois. La normalisation du danger. Des jours d'observation sécurisée des ours avaient progressivement fait disparaître la peur naturelle d'Ethan envers ses prédateurs. L'atmosphère détendue parmi ses amis et leurs blagues sur les photographes professionnels ont créé un faux sentiment de sécurité, une erreur d'appréciation aux conséquences mortelles. Mais Ethan n'était pas le seul à sous-estimer le danger que peuvent représenter les animaux sauvages. Dans notre prochaine histoire, un homme indien prend une décision encore plus audacieuse. Il s'introduit dans un enclos de lions pour prendre un selfie avec le prédateur, convaincu que c'est une idée brillante. C'était le 23 septembre 2023, lorsque le Zoo national d'Inde à Delhi a été témoin de l'une de ces attaques de lions les plus terribles. Jusqu'en 2023, les zoos indiens avaient enregistré plus de 100 incidents graves avec des grands félins entre 2010 et 2023, dont seulement 3 étaient mortels. Le zoo de Delhi, en revanche, avait un bilan de sécurité impeccable, malgré plus de 3 millions de visiteurs par an depuis sa création. La capitale du pays a connu cette année-là une forte augmentation des visiteurs du zoo avec une hausse de 25% par rapport à 2022. Les autorités touristiques ont attribué cette augmentation à la reprise post-pandémique ainsi qu'à des installations améliorées. Mais cet afflux a apporté de nouveaux défis. Surcharge aux heures de pointe, pression accrue sur le personnel de sécurité et préoccupations croissantes concernant le comportement des visiteurs près des animaux dangereux. Le zoo de Delhi, qui étant sur 61 hectares au cœur de la capitale indienne, était considéré comme le principal établissement de faune sauvage d'Inde. Il a été fondé en 1959 sous le gouvernement de Jawaharlal Nehru et abritait plus de 1350 animaux de 130 espèces différentes. L'enclos des lions, construit en 1989 et rénové en 2019, avait un design sophistiqué. Un fossé de 5,5 mètres entourait un habitat de 2000 m² conçu naturellement avec des rochers artificiels, des structures ombragées et systèmes de refroidissement. Les mesures de sécurité de l'installation répondaient aux critères modernes des zoos. 15 gardes armés patrouillaient le site en équipe tournante, tandis que 128 caméras CCTV surveillaient des zones critiques. L'enclos des lions était lui-même équipé de plusieurs dispositifs de sécurité. Des barrières à 3 niveaux, des stations d'urgence tous les 50 mètres et un système d'annonce élaboré pour les visiteurs. Des inspections quotidiennes assuraient que toutes les mesures de sécurité restaient fonctionnelles, avec des protocoles de maintenance tenus selon des normes internationales. Alors que le zoo de Delhi prenait toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité de ses visiteurs, l'histoire de Maqsood Singh révélait une autre forme de vulnérabilité, celle qui échappait au système censé protéger. Maqsood vivait avec ses parents et sa sœur cadette dans un studio dans la zone industrielle d'Anand Parbat, à l'est de Delhi. Il gagnait un salaire modeste de 12 000 roupies, soit environ 144 $, par mois à l'usine Sharma Garments. Son père, blessé des années auparavant dans un accident de travail, dépendait du revenu de Maqsood. Les difficultés financières de la famille rendaient impossible de gérer le comportement de plus en plus erratique de Maqsood. Les soins de santé mentale restaient un luxe inabordable pour de nombreux membres de la classe ouvrière indienne. Les signes de son état mental déclinant étaient visibles depuis des mois. Ses collègues de l'usine Sharma Garments remarquaient son isolement croissant pendant les pauses déjeuner. Son supérieur, Rohan Mehra,
avait documenté plusieurs absences inexpliquées rien que le mois dernier. Chez lui, Maqsoud passait des heures à regarder des documentaires sur la faune à la télévision de la famille. Il était particulièrement fasciné par les grands félins. Sa mère se souvenait plus tard de ces questions étranges sur les âmes des animaux et leur capacité à faire preuve de grâce. Ce mardi matin commença comme n'importe quel autre. Maqsoud quitta sa maison à 7 heures, disant à sa mère qu'il allait au travail. Mais il n'y est jamais arrivé. Les caméras de sécurité l'ont enregistré plus tard, errant pendant des heures dans les rues, s'arrêtant parfois pour observer des chiens errants et nourrir des pigeons. À 12h15, il prit une décision inattendue. Il acheta un billet pour le zoo. Les 50 roupies de frais d'entrée pouvaient sembler insignifiantes pour la plupart, mais pour Maqsoud, était presque la moitié de son salaire journalier. À l'intérieur du zoo, Cher, un lion africain mâle de 8 ans, incarnait la perfection d'un prédateur de la nature. Il était né au zoo de Pretoria en Afrique du Sud et était arrivé à Delhi en 2018 dans le cadre d'un programme de reproduction internationale. Pesant 180 kg, sa carrure robuste témoignait de millions d'années d'évolution, une créature faite pour chasser. Sous la surveillance de personnel formé, sa routine quotidienne consistait en des repas réguliers, des activités d'occupation et une observation constante. Les lions sont des prédateurs de pointe, dont les compétences de chasse ont été perfectionnées au fil de millions d'années. Sa force de morsure dépasse 4500 newtons, assez pour écraser le crâne d'un buffle. Ses pattes peuvent frapper avec une force de 180 kg, tandis que ses griffes, atteignant jusqu'à 10 cm, peuvent ouvrir des proies avec précision. Sa vision nocturne est 6 fois meilleure que celle d'un humain, et son rugissement peut être entendu jusqu'à 8 km. Malgré des années de captivité, il conserve chaque instinct de prédateur de ses ancêtres sauvages. Les soigneurs avaient remarqué son intelligence particulière. Il pouvait reconnaître des employés, comprenait les routines de nourrissage et montrait tous les comportements naturels d'un lion sauvage. Cela incluait patrouiller son territoire, marquer son domaine avec des odeurs et, surtout, l'instinct d'éliminer toute menace perçue. À exactement 13h05, alors que des visiteurs se pressaient dans la zone d'observation, Maqsoud commença son voyage fatal. Les caméras de sécurité ont enregistré comment il a méthodiquement enlevé ses chaussures et les a placées soigneusement à côté de la première barrière. Le système de sécurité triple de l'enclos avait été conçu selon des normes internationales. Une clôture extérieure d'1 mètre de haut, une barrière d'alerte d'1,50 m avec des pointes, et enfin, un fossé de 5 mètres de profondeur. Chaque barrière était munie de panneaux d'avertissement en 3 langues, complétés par des pictogrammes pour les analphabètes. La zone d'observation était particulièrement fréquentée cet après-midi-là. Une classe D, école de Sud Delhi, venait d'arriver. Leurs uniformes bleus formaient des taches de couleur sur la plateforme d'observation. Des bus de touristes avaient déposé les habituels visiteurs du mardi et des familles locales cherchaient refuge loin des rues animées de Delhi. Les caméras de sécurité ont capté plus de 200 visiteurs dans l'enclos des lions à ce moment-là. Ce qui allait se passer soulèverait de sérieuses questions sur la sensibilisation à la santé mentale dans la classe ouvrière indienne. Avec une inquiétante sérénité, Maqsoud a franchi les 2 premières barrières, ignorant les appels des spectateurs et les sifflets des agents de sécurité. 2 enseignants évacuaient rapidement leurs élèves, tandis que d'autres visiteurs commençaient à filmer la scène avec leur téléphone. Une tragique réflexion de la société moderne face à une catastrophe. La descente dans le fossé a duré exactement 27 secondes, comme l'ont montré les enregistrements de sécurité. Plusieurs témoins ont rapporté que Maqsoud marmonnait. Ses mouvements semblaient ciblés et presque rituels. Le responsable de la sécurité, Prakash Verma, stationné à environ 90 mètres, a immédiatement activé le protocole d'urgence. Mais la distance s'est révélée trop grande pour intervenir à temps. Maqsoud, toujours fixé sur le lion, a sorti son téléphone. Son comportement était devenu de plus en plus imprévisible dans les jours précédents, et était le point culminant de son instabilité croissante. Sans se soucier du danger, il s'est approché de l'enclos, apparemment déterminé à prendre un selfie avec le prédateur sauvage. Il ignorait les signes évidents du comportement territorial du lion, ainsi que les cris de plus en plus forts des visiteurs pour se retirer. Ses pensées semblaient entièrement concentrées sur la capture de ce moment avec son téléphone.
L'attaque a eu lieu avec une efficacité terrifiante. Cher, qui s'était auparavant détendu près de sa cascade artificielle, remarqua immédiatement l'intrusion. La transformation du résident calme du zoo en prédateur de pointe fut instantanée. Ses oreilles se plaquèrent, ses muscles se tendirent, sa queue se baissa en position de chasse. Le comportement du lion correspondait exactement au schéma que ses congénères sauvages montreraient si un intrus entrait dans leur territoire. La réaction de la foule a conduit au chaos. Des centaines de visiteurs ont commencé à crier et à lancer tout ce qu'ils pouvaient. Des bouteilles d'eau, des restes de nourriture, même des chaussures, dans une tentative désespérée de distraire le lion. Le personnel du zoo, dirigé par le gardien en chef Arvind Rathore, a couru avec des extincteurs et des torches d'urgence. Mais ils étaient trop loin pour intervenir à temps. Cher a franchi les 30 mètres en moins de 3 secondes. Son corps musclé s'est propulsé avec une force explosive vers l'avant. Le premier impact a projeté Maksud en arrière lorsque le lion de 180 kg l'a percuté avec la force d'une voiture. Ce qui a suivi était une démonstration de la puissance indomptée de la nature qui resterait gravée dans la mémoire des témoins pendant des années. La première morsure du lion ciblant le cou de Maksud, une technique de chasse naturelle des lions, a développé une force de morsure de plus de 4500 newtons. Les énormes pattes, chacune dotée de griffes rétractiles, spécialisées pour maintenir la proie, écrasaient Maksud au sol. Les équipes d'urgence, arrivées exactement 10 minutes après la tentative d'escalade de Maksud à 13h15, ne purent que regarder le lion traîner sa proie vers la grotte de béton, suivant un instinct perfectionné au cours de millions d'années d'évolution. L'opération de sauvetage a finalement commencé à 14h30. Après que les autorisations nécessaires des autorités de la faune aient été obtenues. Le docteur Sunil Verma, le vétérinaire en chef du zoo, dirigeait une équipe de 6 spécialistes pour sédater Cher avec la plus grande précision. Le processus nécessitait le plus grand soin. Une dose trop faible laisserait le lion dangereux. Une dose trop élevée pourrait tuer l'animal de reproduction précieux. L'opération elle-même a duré environ 90 minutes. 2 flèches de sédation avec du kétamine et du xylazine, soigneusement adaptées au poids de Cher, étaient nécessaires avant que le lion ne soit suffisamment sédaté. Une fois que les sédatifs ont fait effet, l'équipe a attendu 15 minutes supplémentaires pour s'assurer que Cher était profondément inconscient et stable. Cela correspondait au protocole pour traiter les grands félins avant d'entrer dans l'enclos. L'examen a révélé que Maksud était mort presque instantanément de la première morsure. Ses vertèbres cervicales ont été écrasées et il a subi de graves traumatismes à cause de l'impact ainsi que de profondes blessures causées par des griffes. En réponse à l'attaque, le zoo a mis en place des mesures de sécurité plus strictes, y compris des barrières plus hautes, des caméras de surveillance supplémentaires et une formation améliorée du personnel pour gérer les urgences psychiatriques. Cher le lion est resté au zoo, mais son enclos a été modifié. Alors que le débat sur la détention des grands félins en captivité se poursuivait, les experts ont souligné l'importance des zoos bien gérés pour la conservation des espèces et éducation. L'incident a souligné le fait qu'un animal sauvage, peu importe à quel point il semble familier, ne peut jamais être complètement apprivoisé. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ces histoires nous rappellent que dans la nature, un seul selfie peut être mortel. Si vous voulez voir certains des accidents de zoo les plus stupides de tous les temps, cliquez sur notre prochaine vidéo. On se voit là-bas.